21 octobre 1805, Trafalgar. À bord du Saint-Étienne, navire amiral de la flotte française, les machines à vapeur des industries Papin tournent à plein régime. À la force de la vapeur, le puissant cuirassé fonce droit sur la flotte anglaise. À la fin du XVIIe siècle, l'ingénieur Denis Papin est parvenu à trouver des applications concrètes à sa nouvelle invention, le piston à vapeur. Rapidement, la France est devenue le foyer d'une grande révolution industrielle. Le pays s'est couvert d'usines et de mines de charbon. Dès son entrée en fonction, l'amiral Bonaparte, au service du roi, lance le développement de nouveaux armements utilisant la vapeur. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 1690, un petit grain de sable va permettre au Royaume-Uni de devenir le berceau de la révolution industrielle. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'effet papillon, quand l'histoire bascule, les gueules noires, combustible de la révolution industrielle. 1690, Denis Papin met au point le piston à vapeur. Mais l'invention ne dépassera jamais le stade de prototype. 19e siècle, l'Europe se couvre de cheminées d'usines. Partout, des mineurs sont envoyés sous terre pour en extraire du charbon. Mars 1906, France, mine de Courrières. Une explosion souffle 110 km de galeries et tue plus d'1 millier de mineurs. Ces trois événements, intimement liés, sont des moments clés de l'exploitation du charbon en Europe et constituent l'envers du décor de la révolution industrielle. L'homme et la machine. Dès l'Antiquité, les hommes ont rivalisé d'ingéniosité pour mettre au point des mécanismes complexes. De l'exploitation de la puissance musculaire animale à la canalisation des forces de la nature, de l'invention de la roue à celle de la meule hydraulique. Dès le Xe siècle, les campagnes d'Europe se couvrent de moulins, chacun capable d'accomplir le travail d'une quinzaine d'hommes. En 1690, un homme est cependant sur le point d'écrire une nouvelle page de l'histoire. L'ingénieur français Denis Papin teste sa toute nouvelle invention, un mécanisme qui fonctionne à la vapeur d'eau. Le concept est le suivant. Un cylindre contenant un piston est rempli d'eau. Porté à ébullition, l'eau se transforme en vapeur et pousse le piston vers le haut. Lorsque le cylindre refroidit, le piston redescend. Et le cycle recommence tant que le feu reste alimenté. Denis Papin vient de jeter les bases de la machine à vapeur, mais isolé, il ne parvient pas à développer le potentiel de son prototype. Quelques années plus tard, l'anglais Savary met au point un système pour évacuer l'eau stagnant au fond des mines. Son fonctionnement est un peu différent. L'eau est cette fois placée dans une chaudière, puis la vapeur est canalisée dans une enceinte étanche. Lorsque la vapeur refroidit, elle se condense et crée un vide. Ce vide est utilisé pour aspirer l'eau en contrebas. En 1712, un troisième ingénieur, Newcomen, élabore son propre système de pompage à partir des deux inventions précédentes, la première machine à vapeur de l'histoire. En 48 heures, deux hommes peuvent évacuer autant d'eau qu'une vingtaine de personnes et 50 chevaux, marchant nuit et jour pendant une semaine. Le succès est immédiat. Et ce n'est que le début, car les innovations ont aussi touché les autres corps de métier. La mise au point de la navette volante pour les métiers à tisser a quadruplé la productivité. 30 ans plus tard, elle est multipliée par 20. En Grande-Bretagne, la production explose, les prix baissent, le niveau de vie augmente, les banques accordent des prêts de plus en plus importants aux entrepreneurs, les académies fleurissent. L'innovation devient un but qui irrigue la société britannique en profondeur. L'Angleterre du XVIIIe siècle se passionne alors pour la science et ses applications pratiques. On met au point de nouvelles méthodes pour produire de l'acier. On croise les inventions en associant la puissance de la vapeur aux nouveaux métiers à tisser. C'est une véritable réaction en chaîne, un triomphe de la mécanisation, une révolution industrielle.
Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. À la fin du XVIIIe siècle, 2000 ouvriers normands, inquiets de voir leur métier remis en question, investissent de force une filature et détruisent les machines à filer le coton. Avec le développement industriel, face à la machine, des milliers de gens voient leurs compétences devenir inutiles. En 1939, l'économiste Joseph Schumpeter théorise la destruction créatrice. D'après lui, après une innovation majeure, l'économie entre dans une phase de croissance créatrice d'emplois, suivie d'une phase de dépression, où les innovations chassent les entreprises dépassées, engendrant du chômage. Les machines détruisent des emplois, mais les fabriquer et les entretenir en créent de nouveaux. La balance s'équilibre. Du moins en théorie. Car les gens qui perdent leur emploi pour raison d'innovation ne sont pas formés aux nouveaux métiers. Pour la grande mécanique de l'économie, ils deviennent obsolètes, dépassés. Université de Glasgow, Écosse. Le jeune James Watt travaille à l'entretien des instruments scientifiques universitaires. Un jour de 1763, il se voit confier un travail particulier. Réparer un modèle réduit de la machine de Newcomen. Convaincu qu'il peut en améliorer le rendement, il l'étudie dans ses moindres détails. Il identifie ses points faibles, le nécessaire refroidissement du cylindre pour permettre la condensation de la vapeur et sa grande déperdition d'énergie. Pour contourner ces faiblesses, il ajoute au système une cuve séparée, le condensateur, idée qu'il protège aussitôt avec un premier brevet. Watt continue les recherches et met au point le principe de la double action. La vapeur est utilisée tour à tour sur les deux faces du piston. Il parvient ainsi à considérablement augmenter le rendement de la machine de Newcomen. Il brevette à nouveau son invention, s'associe avec l'industriel Boulton et part à la conquête du marché. Entre 1776 et 1800, ils vendent 500 de leurs machines. Leur succès est retentissant. Mais Watt ne s'arrête pas là. Est ajouté un indicateur de pression, un balancier amélioré pour conserver un mouvement rectiligne et un régulateur automatique de pression. Inspiré, il invente une nouvelle unité de mesure pour aider les investisseurs à bien saisir l'intérêt de son produit, le cheval-vapeur. Un cheval-vapeur équivaut à la puissance nécessaire à un cheval pour soulever 75 kg en 1 seconde sur une hauteur de 1 mètre. Forte de ses 15 chevaux vapeur, sa machine s'adapte à toutes sortes d'usages. Pompage des mines, engrenage des moulins, mais aussi chaudière pour locomotives et bateaux à vapeur. L'énergie de l'homme ou de l'animal s'efface progressivement devant l'énergie minérale. L'Occident entre dans l'ère de la vapeur. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. La révolution industrielle est née au Royaume-Uni. Une conjonction tout à fait exceptionnelle de facteurs est entrée en jeu. Dynamisme économique, situation politique stable, excédents agricoles, abondance de matières premières. Le génie de Watt n'a pas été de simplement mettre au point une technologie, mais aussi et surtout de lui trouver des applications concrètes. Quelques décennies auparavant, un autre point de divergence a failli changer la face du monde. Dès 1690, le Français Denis Papin avait compris l'importance de son invention et surtout ses applications potentielles. Mais pour ce protestant sans ressources, la France catholique n'avait plus rien à offrir. Exilé, il n'aura pas les moyens de continuer ses travaux. Si Denis Papin avait pu concrétiser son invention, la révolution industrielle serait peut-être née en France.
Le royaume aurait alors pu prendre une longueur d'avance sur l'Angleterre, développant son industrie et son armée jusqu'à défier sa grande rivale sur les mers. L'histoire de France aurait pris un tournant radicalement différent. Éclairage urbain, chauffage individuel, mécanisation agricole, transport ferroviaire, marine à vapeur. Tout ça grâce à une roche, noire et salissante, profondément enfouie dans les sous-sols depuis la nuit des temps, le charbon. Le charbon est un combustible fossile. Les innombrables chaudières qui fournissent la précieuse vapeur, moteur de la machinerie de la modernité, en engloutissent chaque jour des quantités astronomiques. Mais pour l'obtenir, il faut creuser et dénicher une veine. Ces couches riches en charbon qui serpentent sous nos pieds, parfois à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et si, à la surface, le charbon permet à la machine de remplacer l'être humain, dans les entrailles de la Terre, les rôles s'inversent. Arracher la roche noire à la croûte terrestre exige des hommes. Chaque jour, des armées de mineurs convergent au pied des chevalements de mines. Ces grandes structures métalliques vont leur permettre de descendre dans les ténèbres, armés d'une simple lampe, à la recherche de ce minerai si précieux pour ceux d'en haut. Le rythme de travail est démentiel. Les fosses avalent des hommes à l'aube et, 14 heures plus tard, recrachent des gueules noires, couvertes de suie. Car les machines de la Révolution ne doivent pas s'arrêter. Il faut alimenter ces ogres boulimiques dont le monde ne peut déjà plus se passer. Alors on creuse, toujours de plus en plus profondément. On gratte la terre, on évacue la caillasse, on dynamite la roche. Les terrils et les crassiers, où l'on accumule les déchets d'excavation, deviennent progressivement des collines, puis des montagnes. Au fond, après une descente vertigineuse dans le puits, les mineurs évoluent dans un dédale de galeries obscures, où règnent chaleur, humidité et une atmosphère saturée de poussière de roche et de gaz stagnants. Le danger rôde. Les accidents sont quotidiens. On meurt dans des chutes vertigineuses, écrasés sous les éboulements, brûlés vifs par les incendies, noyés dans les inondations ou encore plus imprévisibles, pulvérisés par une explosion de poches de gaz, les fameux coups de grisou. Dans ce labyrinthe confiné, impossible de fuir. Les accidents emportent à chaque fois les travailleurs par dizaines, voire par centaines. Les corps souffrent, se déforment. Personne ne s'extrait indemne de la fosse. Et ce n'est que la partie visible, car les mineurs ne vivent pas vieux, victimes d'infections diverses. La silicose, cette faucheuse implacable, étouffe sournoisement ses victimes, même des années plus tard. Les salaires, misérables, dépendent du rendement. Alors, on ne prend pas de pause, on travaille sans relâche, on se tue à la tâche. Même les enfants sont mis à contribution. Il n'est pas rare de voir des femmes travailler jusqu'au jour de leur accouchement et de reprendre dès le lendemain. Les mineurs sont le combustible de la révolution industrielle. Le 19e siècle a été celui du libéralisme triomphant, mais aussi celui de l'émergence des idées socialistes. Car si le paysage a été radicalement modifié par l'apparition d'usines et de puits de mines, la société a, elle aussi, connu des changements en profondeur. Le capitalisme est un système dans lequel les moyens de production sont détenus par des personnes privées, favorisant l'innovation, la prise de risque et l'esprit d'entreprendre. Pour l'économiste Karl Marx, le travail est l'essence de l'homme et la société est divisée en deux classes. D'un côté, le prolétariat, donc les travailleurs, de l'autre, la bourgeoisie capitaliste incarnée par les patrons. Pour Marx, le prolétaire désigne celui qui n'a que sa force de travail à échanger contre un salaire. À l'opposé, le capitaliste est celui qui enrichit son capital en exploitant le prolétaire. Le rapport entre les deux classes est donc par essence très conflictuel, le capitaliste recherchant le profit, le prolétaire de meilleures conditions de vie. De la masse ouvrière émerge alors un élan nouveau,
l'aspiration à la dignité humaine, à la justice sociale, à l'égalité. Le mouvement socialiste, à l'origine de ces idées, apparaît dès la première moitié du siècle. Ses représentants vont se placer en défenseurs des droits du prolétariat. C'est la lutte des classes. En France, au fond des mines de charbon, elle va prendre un tournant particulièrement singulier. Au début du 19e siècle, la France n'extrayait qu'1 million de tonnes de charbon par an. Au siècle suivant, ce sera 40 fois plus. Pour les actionnaires des mines françaises, c'est une magnifique réussite. Mais à quel prix ? Les mineurs, exténués par ce travail dangereux et sous-payé, sont les laissés pour compte du progrès. Juridiquement inférieurs aux patrons, ils n'ont aucun recours face aux abus. La faim, l'alcoolisme, la violence, l'insécurité, l'analphabétisme, la promiscuité, la prostitution et l'insalubrité des logements sont leur lot quotidien. Pour augmenter le rendement, les patrons des mines se rendent compte qu'il faut maintenir les ouvriers en bonne santé et, si possible, proches du puits. Aux abords immédiats des exploitations, ils font bâtir des cités ouvrières avec commerce, écoles et bien sûr café et estaminets. La peur du chômage, sans indemnité, pousse les individus à accepter n'importe quoi. Mais progressivement, ils comprennent qu'ensemble, unis, ils peuvent faire bouger les choses. La grève générale, voilà leur moyen d'action. S'ils s'arrêtent de travailler, les mines ne produiront plus et les bénéfices chuteront. Alors là, peut-être, ils seront entendus. Le 17 mai 1833, les mineurs d'Anzin, excédés par une compagnie qui ne veut rien entendre depuis près de 10 ans, descendent dans la rue, armés de bâtons. Face aux mineurs en grève, l'armée oppose 3000 hommes de troupes et 3 pièces d'artillerie. L'État français ne plaisante pas avec l'approvisionnement en charbon. En 1844, à Rive-de-Gier, lors du transfert vers Saint-Étienne de 17 ouvriers arrêtés, l'escorte tombe dans une embuscade et répond par le fer et le feu. 4 ans plus tard, dans la région de Saint-Étienne, les mineurs parviennent à mettre la main sur un stock d'armes à feu. Déterminés, 400 d'entre eux attaquent un poste de gendarmerie pour libérer des prisonniers grévistes. Signe de l'évolution de la société, les grèves longtemps interdites sont autorisées par l'État en 1864. Mais les salaires restent les mêmes et les conditions de travail ne s'améliorent pas. Les grèves s'enchaînent, de plus en plus violentes. Attaques au wagon bélier à Lens, embuscades à la Ricamarie. À Aubin, des grévistes présentent leur poitrine aux forces de l'ordre en criant « Tuez-nous si vous voulez, tirez donc si vous l'osez !» En 1884, la loi Waldeck-Rousseau autorise la création de syndicats. L'action syndicale, fédératrice, va canaliser la fougue ouvrière. Les dirigeants des organisations de mineurs recommandent le calme et la modération. Les ouvriers, de plus en plus nombreux, sont même en mesure d'élire leurs propres députés. Une législation sociale se met en place progressivement. La condition ouvrière s'améliore. Interdiction du travail des enfants de moins de 13 ans, indemnisation des accidents de travail, journée ramenée à moins de 12 heures. Mais alors qu'en France, la condition des mineurs semble enfin s'améliorer, une terrible catastrophe vient rappeler à tous la réalité du métier. Le 10 mars 1906, à Courrières, une explosion souffle 110 km de galeries. Sur 1800 mineurs descendus le matin, plus d'1 millier ne remontera pas. Malgré les avancées sociales, les mineurs continuent à payer le prix du progrès. Le 19e siècle est porté par la notion de progrès. En tant qu'évolution constante de la société vers un idéal collectif, la marche du progrès est censée se faire au nom de l'humanité tout entière. Aujourd'hui est meilleur qu'hier et moins bien que demain. L'amélioration est inéluctable et même nécessaire pour la bonne marche du monde.
Mais toute la question est de savoir qui fixe le but à atteindre et sur quels critères se baser. L'invention de la voiture à essence est emblématique du progrès. Mais si son développement a engendré toute une série de nouveaux métiers, elle en a fait disparaître beaucoup d'autres. Combien de maréchaux ferrants ont réussi à se reconvertir en mécaniciens automobiles? Combien de mineurs sont morts au fond des mines de charbon pour que nous puissions jouir du confort de la modernité? Aujourd'hui, on commence à comprendre que les intérêts des uns ne sont pas forcément ceux des autres, qu'il y a presque systématiquement un prix à payer. L'homme ne cesse de repousser toujours plus loin les limites technologiques. Plus que jamais auparavant, l'objectif est seulement d'innover encore et encore, sans se demander s'il est juste de le faire ou non. Le progrès matériel rend-il toujours l'homme meilleur ou plus heureux? Avril 2004, Lorraine. Le dernier puits de charbon français est officiellement fermé. Après 3 siècles d'exploitation intensive, le charbon n'est plus aussi rentable. Après avoir été le sang de la révolution industrielle, les poumons de la reconstruction européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et les muscles du réveil économique chinois, le charbon est aujourd'hui concurrencé par d'autres sources d'énergie. Les chevalements métalliques ont fait place aux gigantesques mines à ciel ouvert, les crassiers aux déchets nucléaires, les coups de grisou aux marées noires. Le monde a amorcé une nouvelle transformation. Les voitures ont envahi notre quotidien, la démographie de nos villes a explosé, l'espace a été conquis. Au début des années 80, le monde semblait une fois encore prêt pour une évolution. C'est alors qu'une nouvelle machine est arrivée sur les marchés, le premier ordinateur personnel. Dans la décennie suivante, c'est Internet qui révolutionne la façon de communiquer au niveau planétaire. Comme la machine à vapeur de James Watt 2 siècles plus tôt, ces inventions se sont rapidement imposées et ont bouleversé l'économie, créant des métiers impossibles à imaginer pour des gens du 19e siècle. Aujourd'hui, alors que la révolution numérique n'a pas encore touché tous les pays, une autre semble déjà poindre à l'horizon. La convergence des avancées technologiques en matière d'intelligence artificielle, de nano- et biotechnologie et de sciences cognitives nous propose une nouvelle vision du futur. Un monde de demain où les mots travail, emploi et carrière n'auraient plus aucun sens. Un monde où les robots feraient tout mieux que les humains, de la fabrication de voitures à la cuisine, en passant par l'écriture de concertos pour violon. Un monde où l'être humain ferait face à la question même de sa propre raison d'être. Mais ceci est une autre histoire. Le progrès peut faire peur. Aux premiers âges de la locomotive à vapeur, les rumeurs les plus folles couraient sur cet engin de l'enfer qui allait détruire les campagnes. Aujourd'hui, les fantasmes et les craintes se disputent la première place dans les débats sur les technologies de pointe. On entend parler de robots capables de discuter d'égal à égal avec les hommes, d'ordinateurs synthétisant nos émotions, d'augmentation de nos capacités physiques et cérébrales, ou encore de prolongement indéfini de l'espérance de vie. Cet avenir donne le vertige, si bien que la tentation est grande de vouloir le rejeter en bloc. Même des gens comme Elon Musk estiment que le développement non contrôlé de l'intelligence artificielle pourrait devenir la plus grande menace pour l'avenir de l'humanité. Allons-nous bientôt voir dans les médias les premiers casseurs de robots, comme il a existé des casseurs de machines au début du 19e ? Qui contrôle le progrès ? Qui décide qu'une innovation est bonne pour l'être humain ou non ? L'homme est-il encore aux commandes de cette grande mécanique ? Heureusement pour l'être humain, l'adaptation est le principal atout de son espèce. Car une chose semble certaine, d'une manière ou d'une autre, ces technologies arriveront dans nos vies. Ce n'est qu'une question de temps. Face à cette révolution à venir, chacun de nous semble avoir à faire un choix. En être le spectateur et laisser à d'autres le soin de façonner notre futur, ou en être l'un des acteurs pour
en garder le contrôle. Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marc, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.